En rentrant, j'ai fait une dépression parce que j'avais l'impression que ma vie était foutue, que parce que j'ai pas couru à ces jeux, j'avais plus aucun sens et que toute ma vie était liée à ce moment-là. Et finalement, ça c'est pas fait et ça ne définit pas toute ma personne. Et ça, c'était ultra important de verbaliser le fait que mes performances ou mes non-performances ne définissent pas ma personne. Bienvenue dans l'Entrejeu, un podcast réalisé et présenté par Cyril Brunner. Bonjour et bienvenue dans l'Entrejeu, le podcast qui questionne et explore le sport, les autres et nous-mêmes à travers des histoires de vie et des réflexions. Dans l'épisode du jour, je reçois Sarah Hatcho, athlète suisse, spécialiste en sprint. Avec Sarah, on a parlé de son retour progressif vers le haut niveau après sa grossesse, de son rapport à la performance, de l'évolution de ses motivations au fil des années et de la place qu'occupe aujourd'hui son rôle de mère dans sa vie d'athlète. On a également échangé sur une période beaucoup plus difficile de sa carrière, la dépression qu'elle a traversée après les Jeux Olympiques de Tokyo. Une discussion sincère sur l'identité des sportifs, la santé mentale, le développement personnel, l'importance de s'entourer des bonnes personnes et la nécessité de trouver sa voie au-delà des résultats sportifs. Si le projet te plaît, n'hésite pas à noter le podcast sur Spotify et à partager cet épisode. Sur ce, excellente écoute et bon épisode. Salut Sarah, bienvenue dans l'Entrejeu, comment tu vas ? Ça va bien, merci, et toi ? Bien, merci. C'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour discuter de ta vie d'athlète, tout ce que ça implique, d'athlétisme évidemment aussi, et de quelques sujets plus spécifiques qu'on va évoquer. Avec ça, il y a toujours des sujets en lien avec la vie plus globale qui émergent dans la discussion. C'est de toute façon le but du podcast, explorer, questionner la vie au travers du sport. Et pour démarrer, j'ai toujours une question qui est souvent la même. Qu'est-ce qui, toi, te pousse à te lever chaque matin ? Qu'est-ce qui t'anime ? Et qu'est-ce qui te donne la force de poursuivre tes activités au quotidien ? C'est une très très bonne question, ça. On nous la pose assez rarement. Je pense que c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Maintenant, ce qui me pousse à me lever le matin, je dirais, évidemment, c'est mon fils. J'ai pas le choix, il crie le matin, donc je me lève. Non, mais c'est vrai que dans un petit coin de ma tête, ce qui me pousse tous les jours à performer et à faire bien mon travail, c'est aussi de me dire qu'un jour, il va voir ce que j'ai fait, ce que je fais, et j'aimerais qu'il ait une image de la vie qui soit celle que je lui inculque. Donc, d'être quelqu'un de discipliné, d'être quelqu'un avec des ambitions, etc. Donc, si moi, je le montre pas, c'est clair que c'est dur à inculquer. Donc, j'essaye d'être un minimum exemplaire à ce niveau-là. L'idée ou éduquer par l'exemple. C'est ça, ouais. Après, je suis pas parfaite, hein. Je fais aussi plein de bêtises. Mais en soi, j'essaie dans les règles générales, dans les valeurs qui, pour moi, sont importantes, j'essaie d'être un minimum exemplaire pour qu'il puisse avoir un bon exemple à suivre. Et est-ce que cette motivation, du coup, c'est assez récent, le fait que tu sois maman, est-ce que ça a évolué et comment ça a évolué au fil de ta carrière ? Par exemple, quand tu repenses à tes débuts dans l'athlétisme, quelles étaient à ce moment-là tes motivations ? C'est intéressant peut-être de voir l'évolution. C'est vrai que je pense que ce qui m'a beaucoup motivée avant d'avoir un enfant, c'était, je suis pas sûre que ce soit très positif, mais c'était plutôt l'orgueil. Je suis quelqu'un d'assez fier et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire bien pour être un peu meilleure que tel ou tel. Et le fait d'avoir été en confrontation parfois avec une ou deux femmes, c'est souvent ça qui je me suis dit, elle m'a battue cette fois-ci, ça va pas se reproduire, donc je vais m'entraîner assez fort pour ne pas qu'elle me rebatte une fois. Et c'était plutôt l'orgueil qui me faisait avancer avant, ou le côté compétitrice en moi. Et maintenant, c'est peut-être un peu plus soft. Top. On aura de toute manière l'occasion de revenir un peu sur l'aspect compétition, sport de haut niveau et aussi relation peut-être avec les concurrentes qui sont aussi parfois des coéquipières, ça peut être intéressant. Oui. Le but de cet épisode, c'est pas de revenir en détail sur toutes les étapes de ta carrière, mais plutôt de discuter de sujets plus spécifiques. Mais pour mieux quand même comprendre ton parcours, est-ce que tu peux nous parler brièvement de quelques moments charnières de ta carrière et peut-être en commençant par comment tu as commencé l'athlétisme ? Oui, alors moment charnière, il y a eu le moment évidemment où j'ai commencé l'athlétisme, c'était à l'école normale où on fait chaque année des tests d'athlétisme et puis ce qui était la 8e année chez nous mais du coup la 10e actuelle, ma prof avait vu que j'étais pas nulle et donc elle m'avait proposé de m'inscrire dans un club d'athlétisme. Et depuis là, c'est vrai que j'avais fait pas mal d'autres sports avant, mais j'avais jamais retrouvé tous les aspects que j'aimais dans un sport. Et là, c'était un sport individuel, ce qui pour moi me plaisait bien.
un sport où on arrive souvent à se confronter aux autres et puis où il y a beaucoup de compétition. Et pour moi, c'était vraiment les aspects qui me plaisaient le plus. Donc, j'ai continué. Et ensuite, les petites choses, je pense, qui ont fait que j'ai continué à vouloir performer. Il y a eu... je suis partie habiter aux États-Unis pendant 1 an. Et le but, c'était d'aller là-bas pour performer. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma philosophie et autres. Donc, j'ai pas réussi à bien performer. Et là-bas, je me suis dit, mais en fait, maintenant, j'ai compris. Je suis pas venue là juste pour m'amuser. Moi, j'ai envie de, en fait, faire de l'athlé, mais pour performer. Et en rentrant, j'ai vraiment mis en place toutes les structures pour que ce soit plus professionnel et pour que je puisse arriver à mes objectifs. Et je pense que ça a été un bon moment dans ma vie où j'ai pu réaliser ce qui était important pour moi. Et donc, le sport est devenu vraiment une priorité. Je pense qu'un des autres aspects, évidemment, qui a forgé un peu ma personnalité, c'était le fait d'aller aux Jeux en 2016. Et en fait, une fois qu'on va aux Jeux, on se dit, on peut pas s'arrêter là. Donc, c'est vrai que ça a été... Je veux y retourner. Ouais, exact. Je veux y retourner. Je veux regoûter à toute cette organisation, l'engouement et autres. Donc, je pense que maintenant, ça fonctionne un peu de façon cyclique pour moi. Chaque fois que je vais aux Jeux, je me dis, maintenant, le prochain objectif, c'est les prochains Jeux. Et je fais en sorte que ces 4 années-là soient bien construites pour réussir à être en forme aux prochaines Olympiades. Est-ce qu'après plus de 10 ans de carrière, tu es toujours passionné par l'athlétisme ? Est-ce que ça provoque en toi toujours la même chose qu'à tes débuts ? Ouais, là, je dirais que cette année, il y a encore une petite flamme en plus. J'ai l'impression que comme j'ai pas pu performer, j'ai pas pu faire de compétition en 2025, 2026, je la vois vraiment comme une année un peu... de redécouverte. Et donc, j'ai l'impression que tout est nouveau. Chaque entraînement que je fais qui est un peu plus difficile, je me dis, ah purée, ça faisait longtemps. Donc, ça me remet un peu comme une petite gamine qui redécouvre une activité. Et tu arrives à être encore curieuse par rapport à ce sport, à chercher des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, vouloir toujours progresser, j'imagine que oui, mais toujours étoffer tes connaissances et ce que tu sais et comment tu peux mieux pratiquer ce sport ? Oui, là, la chose sur laquelle je pense que je me suis le plus concentrée récemment, c'est tous les aspects qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter avant, des aspects plus féminins, typiquement le périnée, moi, mes abdos ont été complètement écartés, donc tous ces aspects-là qu'on n'a pas forcément beaucoup travaillé avant. Maintenant, je mets vraiment l'accent dessus, j'essaye d'avoir un périnée et un tronc vraiment plus solide qu'avant. Et potentiellement que ça peut m'aider à courir d'une façon un peu plus ergonomique que ce que je faisais avant. Donc, c'est des petits détails, mais qui peuvent quand même faire une grosse différence. Hyper intéressant. J'écoutais dans une interview que tu disais que tu avais eu, ou je ne sais pas si tu l'as toujours, mais que tu avais eu à un moment une coach mentale, oui, qui peut être, qui est finalement un moyen qu'un athlète et que les athlètes mettent en place en plus que les entraînements. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, que tu mets en place ou que tu as mis pendant ta carrière en place pour progresser, apprendre et être plus performante sur la piste? C'est vrai que le coaching mental, j'en ai fait pendant un certain temps. Et là, c'est quelque chose que je dois certainement remettre en place parce qu'effectivement, j'ai quitté le circuit pendant 1 an et puis je sais que je vais arriver avec beaucoup d'appréhension et j'aimerais pouvoir gérer ça avant. Donc ça, c'est quelque chose que je vais remettre en place. Ce que j'ai mis en place, il n'y a rien de fondamentalement extraordinaire. C'est des choses assez simples, mais typiquement faire du pilates, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup changé de coach. Disons, j'aime m'entourer de plein de personnes compétentes dans des domaines très précis. Et du coup, j'ai pas qu'un coach qui fait tout. Et ça, pour moi, c'est aussi assez important. Et ce qui est pour moi fondamental, c'est que je veux être impliquée dans la programmation, dans les décisions d'entraînement, dans la planification d'entraînement. Dans ma tête, je suis pas juste une jeune athlète qui écoute ce que son coach dit et puis qui suit aveuglément. J'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi on fait les choses, d'avoir l'espace de dire ce que je veux ou ne veux pas faire et adapter les entraînements en fonction de moi et mon profil. Et pour moi, ça, c'est ultra important. Tu l'as toujours fait, ça, ou quand tu étais plus jeune, peut-être qu'on a la timidité où on n'ose pas s'affirmer et vraiment expliquer ce qu'on veut comme ça, toi, exact. Quand tu as commencé à mettre ça en place ou à le vouloir? Alors, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a eu besoin d'indépendance et cette liberté de pouvoir prendre des décisions. Mais au début, c'est clair qu'on n'a pas les clés. En fait, moi, j'y connaissais rien en athlétisme dans le fond. Donc, j'avais besoin de coachs qui me guident. Donc, toute ma jeunesse, c'était nécessaire. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand justement on a fait 5-10 ans d'athlétisme, on commence un peu à comprendre son propre corps. Et je pense que c'est ça la clé, c'est de comprendre ce que son corps est capable de faire, où sont nos faiblesses, surtout comprendre nos faiblesses. Puis une fois que j'avais capté ça,
je voyais bien que certains coachs, ils prenaient pas en compte mes faiblesses. Et donc là, pour moi, c'était assez rédhibitoire. Et si tu comprends pas que je t'explique mes faiblesses, du coup, ça me bloque. Et pour ça, c'est à ce moment, je dirais vers, ça doit faire 4 ans maintenant que j'ai mis vraiment un point d'ordre à dire, je veux pouvoir prendre des décisions et être maître de ma carrière. En fait, finalement, c'est ma carrière, donc c'est moi qui décide. Ça m'amène sur une question que je trouve hyper intéressante, un thème intéressant, c'est la relation coach-athlète dans l'athlétisme. Ouais. Moi, je te l'ai dit, je vais plutôt du foot, donc pour moi, le coach, c'est aussi une sorte de manager d'un gros groupe et c'est plus dur d'individualiser, etc. Quelle est la relation et comment, qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment fonctionne une relation entre un coach d'athlétisme et son athlète? Ça, je pense que c'est très, très individuel. C'est vraiment très propre à chacun. Moi, j'ai mis en priorité ma santé mentale et ma personnalité. Donc, ça veut dire que j'ai décidé de ne pas travailler avec des coachs qui veulent avoir la main mise sur toute ma vie, que ce soit privé, professionnel, athlétisme et tout. Pour moi, ça fonctionne pas. J'estime que je suis une athlète assez professionnelle et assez motivée pour faire le travail qui est nécessaire. Donc, je vais pas essayer de tricher. Enfin, je sais pertinemment que si je veux performer, je vais devoir m'entraîner. Donc, les coachs qui checkent ce que tu as fait, à quelle heure tu as fait ton entraînement, et je veux que tu me fasses des vidéos. Ça m'énerve parce que je vais le faire, le travail. Je sais que je vais le faire. Donc, j'ai pas envie d'être checkée comme une enfant. Donc, pour moi, ça, c'était important. Et un autre point, pour moi, c'est de garder le travail, donc l'athlétisme professionnel, et pas trop mélanger privé et professionnel. Dans le sens où mon coach, c'est mon coach, on a beaucoup de respect, mes coachs, c'est mes coachs, on a beaucoup de respect les uns pour les autres, etc. Mais on va pas aller faire la fête ensemble. Enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment 2 mondes complètement différents. Et je pense que la différence entre l'athlète et le foot, c'est que nous, on est dans un sport individuel où finalement, si je performe pas, c'est moi et moi seul sur la piste. C'est pas vraiment le coach qui va être blâmé pour ça. Alors il va dans pas le foot, se faire virer. Voilà, exactement. Le coach, il va pas se faire virer parce que je suis pas performante, alors que dans le foot, on sait qu'il y a quand même un peu plus de ça. Et c'est pour ça que nous, on peut finalement décider. Je décide avec qui je m'entraîne, je décide dans quel groupe, je décide plus ou moins à quel moment. Enfin, c'est très individuel. Et ça, c'est aussi une liberté qui est pour moi très appréciable. J'ai l'impression, en t'écoutant, qu'il y a du coup, c'est multifactoriel. Il n'y a pas une chose chez un coach qui va te faire performer, mais finalement, c'est l'intégration qu'il peut avoir dans ta vie globale. Ouais. Toi, comment ça t'a fait performer mieux ou je sais qu'il y a des coachs, tu l'as dit toi-même, ça s'est moins bien passé. Ouais. Et aussi, je me suis un peu renseigné dans les médias et tout, sur des interviews. Quel coach ou comment ça t'a permis, toi, de faire des meilleures performances? Je pense que tout dépend de la période dans la vie dans laquelle j'étais. Typiquement, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin d'un coach qui soit structuré, qui me dise quoi prendre à quel moment, comment manger, comment la récup, à quel moment je devais faire un bain froid, un sauna, machin. J'avais besoin qu'on me l'explique. Une fois qu'on m'a expliqué ça pendant des années, je pense que du coup c'est intégré et on comprend le pourquoi du comment. Et par la suite, maintenant, ce que j'ai besoin chez un coach, c'est quelqu'un qui soit flexible, parce que c'est vrai que j'ai une vie qui est peut-être un peu moins facilement négociable. J'ai un enfant en priorité, donc d'abord je vais m'occuper de mon fils, et puis quand je vais planifier ce temps, mais quand j'aurai le temps, je vais m'entraîner. Donc parfois ça change un peu les heures, les jours, etc. Donc c'est aussi quelque chose avec lequel je dois travailler. Et si le coach n'est pas flexible, dans ma situation actuelle, ça marche pas. Je pourrais pas travailler avec. Donc, c'est aussi des choses, ça dépend de la période dans laquelle je suis. Et je pense que dans 3-4 ans, quand Jules sera plus grand, je pourrai avoir plus de flexibilité et puis m'entraîner aussi de façon un peu différente. Ça m'amène à la question du plaisir à faire son sport. Pour le faire, tu dois, j'ai l'impression, pouvoir avoir tout le reste qui fonctionne aussi. Toi, le plaisir, quelle place ça a dans ta carrière de sprinteuse? Ça, pour moi, c'est central. Je fais pas En fait, c'est peut-être un truc qui paraît fou, mais moi, je fais vraiment de l'athlétisme pour le plaisir. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me fait vibrer, Alors, c'est pas un sport drôle, c'est pas du tout un sport drôle. On se marre pas du tout. C'est pas du tout un sport drôle. Mais pourtant, c'est un sport qui... le fait d'aller rechercher ma limite à chaque entraînement, le fait... de voir en musculation l'évolution de semaine en semaine, ce genre de petites choses, moi, ça m'anime. Donc, c'est finalement pour ça que je le fais. Et si j'avais pas de plaisir,
comme j'en ai eu pendant des saisons, hein. Il y a eu des saisons où j'ai pas eu de plaisir, j'ai pas performé. C'est assez, c'est une corrélation assez stricte pour moi. Si j'ai pas de plaisir, il y a pas de perf, c'est sûr. À quoi tu te raccroches quand il y a des saisons beaucoup plus compliquées ou tu as peut-être, je sais rien, inconsciemment des envies de faire autre chose, peut-être de changer, je sais pas si ça arrivait, mais à quoi tu te raccrochais dans ces moments-là où tu avais envie de faire autre chose que de l'athlétisme? Concrètement, j'ai jamais eu l'envie de changer de carrière complètement parce que je sais que c'est un énorme privilège de faire ce que je fais et je me rends compte que le jour où je vais raccrocher les pointes, ça va pas être facile parce qu'en fait, on n'aura jamais ces sensations-là et on en parle souvent avec d'autres athlètes retraités. On n'aura plus jamais ces sensations, on n'aura plus jamais cette liberté et cette chance, ce privilège de vivre de notre sport, de voyager, voilà. On le sait pertinemment. Mais les années où c'était un peu plus compliqué, où j'avais un peu moins d'envie ou justement de plaisir, je me rattachais justement au fait que je sais qu'un jour ça allait revenir. Enfin, c'est pas, je savais que j'étais un peu dans un trou, mais je savais que que j'avais touché le fond et que ça allait remonter un jour ou l'autre. Et je pense que c'est peut-être un peu mon côté très positif. Je vois toujours le bon côté dans chaque situation. Et j'ai toujours su que ça allait un jour aller mieux. Et puis finalement, c'est le cas. Tu disais d'ailleurs dans une interview que tu te raccroches beaucoup aussi aux petites victoires du quotidien. Ouais. Parce qu'en fait, si on n'arrive pas... C'est dur dans l'athlète. Il y a parfois des saisons où on va jamais gagner une course. En fait, on va faire toutes les compètes possibles, mais on va jamais gagner. Donc en fait, si on se raccroche qu'aux victoires, on n'a pas grand-chose à célébrer, quoi. Donc pour moi, c'était aussi le fait de se dire... j'ai fini, typiquement, mercredi dernier, je suis montée à Macolin, c'était un entraînement dégueulasse, je savais que j'allais mourir, que ça allait être un enfer. En arrivant sur place, je me suis dit, si tu finis l'entraînement, c'est considéré comme une victoire. Le fait de finir cet entraînement, il va être dégueu et tu vas mal finir, mais je veux que tu termines la dernière course, que tu ailles jusqu'à la ligne d'arrivée et que tu sois fier de toi. Et du coup, c'est ce qui a été fait. Je suis rentrée, j'ai célébré avec mon mari, voilà. Enfin, célébrer, hein, c'est juste, je sais pas, moi, manger un gâteau au chocolat, alors que normalement, je n'aurais pas mangé, mais des petites choses comme ça où je me dis, je vais mettre l'accent sur ce genre de petites victoires parce que c'est peut-être la seule victoire que j'aurai de la saison et il faut quand même que je puisse célébrer 2-3 choses, quoi. C'est marrant, j'avais reçu Maud Matisse, je sais pas si tu connais la traileuse suisse, et puis elle me disait un peu pareil au niveau des entraînements. Elle voyait vraiment ces entraînements comme des sortes d'étapes et impossible pour elle de ne pas aller à la fin. C'était vraiment le truc qui lui permet de structurer visuellement aussi, mentalement, voir, ok, il me reste ça, je suis à 50% de l'entraînement, je suis à 75% de l'entraînement, 99%, etc. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à ça. Je pense que c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans le sport de haut niveau. On n'a pas le choix que de se trouver des petits astuces pour finir les entraînements, parce que sinon, il y a très très peu de plaisir. Et c'est le problème aussi avec les sports comme ça, où c'est pas vraiment du jeu. Typiquement, je pense que si on fait un sport où c'est plus... déjà, si c'est en équipe, c'est peut-être un peu plus fun. Si c'est du jeu, on sait, ok, le prochain point, machin et tout. Nous, c'est juste courir en rond toute l'année, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a vite fait le tour. Donc, il faut se trouver des petites astuces et des petits trucs qui nous font vibrer, sinon, on va pas faire long. Tu le dis, le sport en lui-même n'est pas facile, la carrière d'athlète de haut niveau non plus. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué, le plus éprouvant dans une carrière de sportif de haut niveau? Pour moi, ce qui... c'est encore une fois très personnel, c'est le manque de sécurité, je dirais. En fait, on risque de se blesser à chaque instant, on n'a aucune garantie. Et plus on bâtit des choses, plus maintenant j'ai besoin d'une certaine sécurité. C'est vrai que, je sais pas, si du jour au lendemain je perds tous mes sponsors, comment je nourris mon fils? En fait, moi, c'est des questions un peu fondamentales maintenant que je me pose. C'est vrai que ce manque de sécurité, de me dire, chaque saison, je dois retrouver un peu des sponsors, je dois refaire une com qui soit assez bien pour disons, plaire aux gens. Enfin, c'est en fait toujours une sorte de lutte de rester naturel, mais en même temps, on doit c'est pas qu'on doit se vendre, mais on doit se mettre en avant, en fait. Et c'est pas quelque chose qui est très naturel pour moi. Donc, c'est un peu une bataille chaque année, quoi, de se dire, je vais le faire, je vais tout donner, mais peut-être qu'on va finir la saison avec rien, quoi. Donc, c'est un peu stressant. J'ai aussi reçu Arnaud Boisset, le skieur, et on discutait de ça aussi au niveau des sponsors. Vous êtes finalement un peu des petites entreprises à votre échelle, et vous, dont telle la CEO, en fait. Exact. Ça, j'aime bien ce rôle. Non, mais c'est vrai, on est les chefs d'entreprise de notre propre société, et il faut déjà bien déléguer, avoir les bonnes personnes autour de soi, et puis savoir que on peut pas tout gérer. Donc,
justement la recherche de sponsors, de partenaires et autres. Moi, je peux pas aller toquer aux portes tous les jours, etc. Donc, je dois déléguer. Et puis finalement, heureusement que justement, j'ai une équipe géniale et qu'on fait ça super bien et que chaque année, on arrive à trouver des collaborations et des sponsors incroyables. Mais encore une fois, jusqu'à quand est-ce que ça va durer? Est-ce que j'aurai cette chance et ce privilège jusqu'à la fin de ma carrière? Je sais pas. Est-ce que tu as réussi à l'intégrer dans ta routine et dans ton quotidien comme une chose où tu arrives à prendre du plaisir à le faire? Justement, tu es très actif sur les réseaux sociaux, ça te permet une certaine créativité aussi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le vois plutôt comme un poids ou Non. quand même un truc que tu kiffes faire au niveau de la création de contenu? Moi, depuis que Instagram a été lancé, j'ai toujours été ultra active. Alors avant, c'était peut-être trop, je montrais vraiment tout de ma vie, ma famille, mes frères et sœurs, mes parents. Enfin voilà, tout le monde était posté sur mes réseaux. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai peut-être un peu professionnalisé dans le sens où je sais ce que je montre pas. Il y a vraiment une partie plus privée, une partie plus publique. Et pour ça, c'est vrai que ça a été important de faire ce shift aussi, de privé, etc. Mais par contre, moi, j'adore faire ça. C'est un truc, pour le coup, ça, c'est très naturel pour moi. De partager ce que je fais au quotidien, de le montrer simplement, sans chichi. Voilà, je suis rarement maquillée, je suis rarement coiffée. Enfin, voilà, c'est très nature peinture. Je vous montre comment je suis et puis je vous montre un peu l'envers du décor. Ça, je le fais avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est vraiment la partie, justement, qui me prend pas d'énergie. Ouais, c'est juste montrer qui je suis. Pour moi, ça, c'est très naturel. Tu es d'ailleurs suivi par quand même pas mal de personnes, plus de 95 000. Est-ce que tu ressens une sorte de responsabilité quand tu prends la parole? Oui. Que ce soit aujourd'hui, quand tu discutes, est-ce que tu penses un peu à ce que tu vas dire ou tu te mets des limites? Pas des limites, mais tu as une petite appréhension de « Ok, là, si par exemple je dis quelque chose qui est mal perçu, ça va mal passer. » Pareil sur les réseaux. Est-ce que tu as ce truc quand tu t'exprimes ou quand tu montres quelque chose? Je sais que tu l'as dit dans une interview, quand vous avez annoncé ta grossesse, ça a été réfléchi pour voir comment on réagit par rapport à ce que vont dire les gens. Ta parole, comment tu non, vois ça? alors je dirais typique, là, quand je fais une interview comme ça ou quoi, non. Là, je parle et puis je te raconte ce que j'ai raconté. Par contre, sur les réseaux, c'est vrai que maintenant... moi, j'ai des points de vue, disons, politiquement, qui sont les miens. Je sais que je suis peut-être un peu quelqu'un de relativement féministe. Enfin, voilà, je sais que j'ai des valeurs qui sont, je dirais pas strictes, mais qui sont assez présentes. Mais le problème, c'est que selon comment je poste ou comment je présente les choses, je sais que c'est pas les points de vue de tout le monde. Donc, pour pas heurter certaines personnes ou, typiquement... on vient de vivre une tragédie monumentale avec ce qui s'est passé à Crans-Montana. J'ai des contrats qui font que je dois poster un certain nombre de trucs ou des contrats qui me disaient que je dois poster après Nouvel An. Impossible pour moi de faire ce genre de choses parce que j'ai quand même un minimum d'estime pour les personnes qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, enfin les familles, etc. Et on doit en fait faire attention à ce genre de choses. On peut pas se dire j'ai envie de poster donc je vais poster. Non, en fait, il y a un moment où on est quand même une personne qui... justement, on est suivi par un certain nombre de personnes, on peut pas faire ce qu'on veut. Et pour moi, c'est aussi une question de respect. Au niveau des critiques que tu peux recevoir, toi, est-ce que ça a changé la manière dont tu les percevais il y a peut-être 12-13 ans, ton début de carrière maintenant? Comment tu les vois? Avant, je me faisais critiquer, je pleurais. Parce que je disais, même par un inconnu ou quelqu'un. Oui, parce que les gens ont les mots des gens ont quand même du pouvoir et un certain poids. Et en fait, à la base, moi, je le prenais très personnellement. Cette personne ne m'aime pas et elle dit que j'ai fait ça de faux, donc j'ai fait ça de faux. Et maintenant, alors, ça me passe au-dessus, mais vraiment, à une force, c'est assez dingue. Je prends en considération, j'adore les critiques constructives, et je suis quelqu'un qui adore se remettre en question et qui demande facilement le reproche. Enfin, je demande qu'on me dise « Ah, ça va pas » ou quoi. Donc ça, j'ai pas de problème. Mais par contre, les insultes gratuites, ça me fait ni chaud ni froid. En parlant justement de sponsor, est-ce que toi, tu ressens une sorte de pression que ça ajoute, le fait de devoir peut-être performer pour l'année suivante, avoir des contrats, ou même par rapport à tes contrats actuels, devoir performer? Est-ce qu'il y a une pression des sponsors? Ou est-ce que tu la ressens? Il n'y en a peut-être pas forcément une volontaire, mais est-ce que tu la ressens? Je l'ai beaucoup ressenti quand j'étais plus jeune, parce que j'avais justement l'impression que les sponsors me sponsorisaient que pour mes performances. Mais encore une fois, je pense que c'était juste moi et ma perception. Et actuellement, les contrats que j'ai sont vraiment tous basés sur de l'humain. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à justement avoir ce genre de contrat-là parce que c'est des gens avec qui je m'entends fondamentalement bien et que c'est pas parce que je cours vite qu'ils me sponsorisent. En tout cas, pas que parce que je cours vite. Et c'est aussi ça qui... Je pense que pour moi, c'est un gros
moteur de me dire je veux signer avec ce genre de personnes et je veux être associée à ce genre de marque parce que c'est pas que pour mon côté athlète qui me sponsorise. Et ça, c'est aussi un gros facteur. Moi, j'ai pas forcément envie de signer avec des gens qui sont là, si tu perfs pas, tu dégages. Pour moi, ça n'a aucun sens et puis c'est pas les valeurs que j'ai envie de véhiculer. Et puis pour les prochaines années, peut-être quand tu auras terminé ta carrière, ils pourront peut-être continuer de te sponsoriser parce que c'est Sarah Hatcho et humainement, ils ont... Alors si j'ai beaucoup de chance, ça c'est vraiment si j'ai beaucoup de chance. Non, et en plus dans le fond, c'est clair qu'à partir du moment où j'arrête ma carrière, il n'y a plus trop de légitimité à me sponsoriser, mais c'est peut-être des marques avec lesquelles je pourrais continuer à travailler, typiquement travailler au sein d'une entreprise avec lesquelles j'ai travaillé pendant ma carrière, ça peut être aussi des connexions de ce genre-là, et ça c'est aussi très précieux. Comment tu vois les réseaux sociaux, toi, de manière générale? Il y a évidemment des points positifs, des plus négatifs. Toi, quel est instinctivement ton point de vue, ton regard que tu as dessus? C'est un bon tremplin et je pense que les jeunes athlètes devraient vraiment utiliser cette plateforme pour se faire un nom, pour se faire une communauté, pour se créer une image qui leur est propre et ensuite pouvoir monétiser cette image et cette réputation qui se crée. Et je pense que c'est de magnifiques opportunités parce que finalement, c'est quand même... c'est pas lié à nos performances. Donc ça veut dire que même si t'es pas en tant qu'athlète super performant pendant une année, tu peux toujours utiliser Instagram pour avoir des revenus et puis sécuriser un peu la saison suivante. Donc pour moi, c'est une opportunité vraiment géniale. Après, je pense que ça a quand même ses limites. Je pense qu'on arrive à un moment où là, typiquement, les algorithmes et autres font que ça marche ou ça marche pas. C'est pas ta personnalité en fait qui marche ou qui marche pas. C'est Instagram qui décide si aujourd'hui tu seras quelqu'un qui va être vu ou pas. Et pour moi, ça, c'est plus trop ce qui me fait kiffer, quoi. Là, on subit les algorithmes plutôt que de vraiment faire ce qu'on aime. Donc, c'est un peu plus compliqué. Et puis surtout, justement, ce que je disais par rapport aux jeunes, c'est qu'ils peuvent... S'ils commencent maintenant, ils peuvent vraiment... C'est un canevas complètement libre. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent être qui ils veulent sur les réseaux et ça peut vraiment vite fonctionner. Donc, c'est à double tranchant. Mais je recommande toujours aux jeunes de se lancer assez librement sur Instagram. Au niveau du temps, justement, tu as parlé des algorithmes, on sait que ça peut nous accaparer beaucoup de temps. Toi, est-ce que tu as vécu ça? Ça t'a posé des problèmes de passer trop de temps dessus ou tu étais déjà tellement structuré et débordé d'autres choses que tu n'as pas jamais eu le temps de te perdre dedans? Non, alors j'ai malheureusement perdu beaucoup trop d'heures là-dessus. non, j'ai fait, je pense que tout le monde fait ça, on a tous fait ce genre de truc. Mais maintenant, justement, j'ai essayé de déléguer un peu et puis je fais pas tout toute seule, comme ça je sais que je passe pas trop de temps je passe quand même toujours beaucoup trop de temps sur les réseaux, mais j'essaye de limiter et puis de déléguer un maximum. C'est vrai que tu parlais justement des jeunes qui peuvent créer des choses pour se faire remarquer. Je pense à Vincent Gendre qui me fait beaucoup marrer, qui a fait des vidéos hyper intéressantes aussi d'un point de vue pour les amoureux du sport en fait, comprendre ce qui se passe là-haut pour les sportifs d'élite à l'armée élite, c'est incroyable. Ouais, ça c'est aussi justement le genre de personnes qui... je sais plus quand il en parlait à l'entraînement, puis il disait mais peut-être que je vais commencer à faire 2-3 vidéos et tout. Je savais, faut y aller, enfin c'est trop bien et tout. Et il l'a fait très rapidement, enfin il s'est motivé très rapidement. Et il avait, je trouve, de très très bonnes idées. Enfin c'est une belle storytelling, c'est un beau projet. Donc typiquement Vincent Gendre, je pense que c'est le genre d'athlète qu'il faut suivre. Ouais. D'ailleurs, s'il veut venir discuter une fois, pas de souci, avec plaisir. Vincent, si tu nous écoutes. Au niveau de la place que ça prend dans ton emploi du temps, cette création de contenu, à quoi ça ressemble dans ta semaine? Est-ce que ça prend une grosse place ou... Non, enfin, j'essaie d'optimiser un maximum. J'ai rarement, en fait... Enfin, oui, j'ai je suis obligée de poster certaines choses à certains moments, etc. Donc, parfois, c'est obligatoire. Mais le reste du temps, c'est vraiment ce que j'ai envie, en fait. Donc... typiquement, là, j'ai lancé une série où je parle de comment revenir au haut niveau depuis mon accouchement. Et puis, c'est mon histoire, c'est moi qui décide quand je poste, c'est moi qui décide ce que je dis, c'est moi qui décide de... Enfin voilà, c'est vraiment mon histoire. Et pour le coup, c'est très libre. Là, typiquement, avec les fêtes, le Nouvel An et tout, j'ai préféré rien poster. Et puis, on postera à la fin du mois ou pas. Enfin, c'est très libre et j'ai envie de me laisser cette liberté. Et les gens, s'ils aiment ça, ils restent. S'ils aiment pas, ma foi, ils partent. Trop bien. T'en parles justement, ça fait la transition par rapport à ta grossesse. Tu parles justement dans cette série de revenir au plus haut niveau après ça. Comment ça se passe un peu? Quelles sont les étapes et qu'est-ce que tu peux et veux nous dire par rapport à ça? Au début, tu galères. Non, en soi, j'ai eu une grossesse de rêve. Je pensais pas que ça serait si agréable. C'est pas le moment le plus agréable d'une vie, mais disons, je pensais pas que ça serait si uniforme et si...
Non, encore une fois, je vais pas dire agréable. Donc voilà, c'est pas le moment que j'ai adoré dans ma vie parce que je suis pas quelqu'un qui aime être encombré par son corps. Donc ça a été un peu compliqué. Justement, le lien que j'avais avec mon corps était très fort parce que c'est mon outil de travail. Donc j'avais besoin qu'il soit performant, qu'il ressemble à un certain physique et puis qu'il soit toujours en forme, quoi. Et puis ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte, donc je savais que ça allait aller de moins bien en moins bien. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai réalisé que je commençais à avoir du ventre, je l'ai pas très bien pris. Puis après, quand j'ai réalisé que j'arrivais plus à attacher mes chaussures, je l'ai pas très bien pris. Puis voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont été assez difficiles. Ouais, ça arrive à toutes les femmes enceintes, donc c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que pour moi, et le lien que j'avais avec mon corps, la grossesse, ça n'a pas été le moment le plus magnifique de ma vie. Mais en même temps, je savais que je construisais un petit humain absolument incroyable. Donc, c'était aussi ça, la récompense et le petit sucre à la fin. Et après l'accouchement, c'est vrai que le corps, il est plus du tout pareil. J'ai vraiment un corps de maman. Enfin, moi, je vois que j'ai un corps de maman. C'est pas le corps que j'avais imaginé. Mais en même temps, je sais que je suis tellement chanceuse de pouvoir recommencer à courir, de ne pas avoir eu de séquelles, de ne pas avoir été complètement détruite. Enfin voilà, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance, mais c'est clair que par rapport à l'image que j'avais de mon corps avant, ça a beaucoup changé. Tu as fait du sport pas mal, du coup, tu as continué à t'entraîner pendant ta grossesse. Ouais. Pourquoi pourquoi certaines personnes ont pu critiquer ce choix? Je crois que ça a été le cas. Ouais, c'est clair. Une femme enceinte, c'est quelqu'un qui doit être protégé, qui doit être chouchouté, qui doit être vraiment mise dans un cocon, etc. Alors, c'est pas moi. Moi, je ne supporte pas qu'on me cajole, etc. Donc, je savais que ça n'allait pas être moi. Et je comprends que ça puisse choquer qu'on voit une femme enceinte avoir des impacts et puis mettre la vie de son bébé en danger parce qu'on ne sait pas. Et ça, je comprends tout à fait que quand on ne connaît pas les statistiques et puis le côté plus médical, on puisse se poser des questions. Après, typiquement, ça a été le cas avec mes beaux-parents qui s'inquiétaient parce que c'est leur petit enfant dans mon ventre. Donc, ils se disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ne pas juste arrêter et ensuite, tu reprendras? Déjà, je pense que ça aurait été très néfaste pour moi et ma santé mentale et ma santé tout court parce qu'un corps qui s'est entraîné tous les jours pendant 10 ans, on ne peut pas lui dire de s'arrêter pendant 9 mois. Enfin, c'est juste pas réaliste. Donc, j'ai toujours tout fait en fonction de ce que ma gynéco et mes médecins me recommandaient. Et typiquement, ma gynéco, qui est incroyable, elle a toujours dit, on peut faire, mais il y a quand même des choses qu'on ne peut pas faire. Donc, elle m'a toujours mis un peu mes limites, et puis elle m'a toujours dit ce que j'avais le droit ou pas. Et finalement, ça s'est ultra bien passé. Et quand, à la fin de la grossesse, j'ai commencé à avoir des signes pas de complications, mais typiquement, j'avais le col qui se rétrécissait de plus en plus, etc. Là, elle m'a tout de suite dit, OK, maintenant, on arrive à un stade où le bébé devient plus lourd, où il pèse un peu plus, donc on va bien ralentir, et puis quand on aura passé le cap de le bébé est complètement construit et il peut sortir s'il devait sortir, jusqu'à ce moment-là, elle m'a dit on fait vraiment attention et on arrête presque tout ce qu'il faut arrêter. Et j'ai eu mes limites, donc c'est pas comme si j'y allais tête baissée comme une débile sans réfléchir, quoi. J'ai vraiment écouté toutes les recommandations, et pour moi c'est aussi important de le dire. C'est pas que j'ai fait du sport pour faire du sport, j'ai fait du sport pour que ce soit sain et pour moi et pour le petit. Et aujourd'hui, pour revenir au haut niveau, par quelles étapes tu dois passer? Là, j'ai dû passer par toute une étape de reconstruction. J'avais plus forcément de muscles. Avec les hormones, c'est aussi très compliqué. Hormonalement, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne connaît pas. Puis je voyais que j'arrivais pas à reprendre du muscle après l'accouchement quand j'allaitais. Et puis c'est vrai qu'on m'a dit, oui, quand on allaite, il y a des hormones qui font qu'on est un peu plus mou, que tous les tendons sont un peu plus laxes, etc. Donc, pendant cette phase-là, on s'est juste concentré sur retonifier les abdos, le périnée, etc. Et quand j'ai arrêté d'allaiter, là, on a pu repasser sur plus de musculation un peu plus dure pour reconstruire un muscle et avoir plus de force. Et ensuite, on a aussi commencé à faire un peu plus d'impact, rajouter de la vitesse. Maintenant, on va commencer avec plus de séances un peu plus lactiques, plus spécifiques à ma discipline. Et puis, petit à petit, on ajoute un petit plot à cette tour pour arriver à un résultat fort quand je décide de recommencer la compète. Tu as déjà une idée de la date ou la période ou la compétition? Tu as un retour dans la tête? Non, en fait, je sais que c'est très prétentieux de vouloir reprendre déjà en 2026
parce que ça fait, là, typiquement, ça fait que 5 mois et demi que j'ai accouché. Et je sais que c'est un énorme privilège de pouvoir penser à même reprendre la compète. Mais c'est vrai que si je pouvais reprendre la compète en 2026, ce serait génial. Et si je pouvais recommencer en même temps que les autres la saison estivale, ça veut dire mai, alors là, ce serait le rêve. Trop cool, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil à une femme enceinte qui veut continuer à faire du sport ou même à une athlète, s'il y a un ou deux, 3 conseils, combien, mais les conseils, les choses les plus importantes et peut-être qui peut vraiment aider en ayant vécu ça? Moi, juste pour une athlète, en règle générale, une athlète sans qu'elle soit forcément enceinte, je pense que la chose la plus importante, c'est de faire ce qui nous fait vibrer. Enfin, je sais que souvent, surtout, on est dans un monde où c'est souvent coaché par des hommes, etc. Le fait d'être une femme, on a souvent un peu de la peine à se mettre en avant et à comment dire, à asseoir nos envies et à dire, moi, je veux ci, je veux ça. Et je pense que c'est très important pour les femmes maintenant de commencer à trouver leur voix, VOIX, et d'oser dire, maintenant, moi, je veux ça, je veux pas faire ça, Enfin, je pense que c'est vraiment important qu'on commence à prendre notre place et à s'affirmer peut-être un peu plus. Et pour les femmes enceintes, de tout simplement oser bouger. Je ne demande pas aux gens de courir, de machin, mais juste oser bouger. Et la plupart des femmes qui ont bougé pendant leur grossesse ont souvent eu une grossesse plus agréable et surtout un postpartum super facilité. Et ça, c'est quelque chose c'est vraiment un cadeau, quoi. On se fait un cadeau à soi-même. Parce que j'ai tellement souvent entendu que les postpartum pouvaient être tellement compliqués et puis ultra douloureux, ultra isolants, qu'en fait, le sport, ça aide toutes ces choses-là. On peut faire du sport en groupe. Il y a plein d'associations qui sont mises en place pour aider les femmes en postpartum à recommencer à bouger, etc., tout en douceur, vraiment les choses bien structurées. Donc, je recommanderais aux femmes de bouger. En plus, au vu on sait très bien que le sport pour la santé mentale, c'est excellent. En plus, si tu as pratiqué et que ça fait vraiment partie de ta vie, arrêter complètement, ça peut être compliqué. C'est pas sain, c'est pas quelque chose qui est... En fait, votre corps, vous pouvez faire quand vous êtes enceinte, tout ce que votre corps était habitué à faire avant. Donc, c'est clair que si vous avez jamais fait de sport avant, il faut pas vous lancer quand vous êtes enceinte. C'est une très mauvaise idée. Mais si vous avez eu l'habitude d'aller courir régulièrement chaque semaine, il y a il y a vraiment aucune raison de ne pas le faire après. Et souvent, les gens... Moi, j'avais vraiment peur de faire une fausse couche parce que j'avais peur que les gens me disent « Ah, mais tu vois, c'est parce que tu as fait du sport, machin. » Si tu dois faire une fausse couche, tu vas faire la fausse couche. C'est pas lié au fait que tu fasses du sport ou pas. C'est pas... Enfin, dans le sens, il faut pas mettre la faute sur les femmes qui font du sport et qui font des fausses couches parce qu'en soi, l'enfant n'était pas viable. Donc, ça ne change pas le fait de faire du sport ou pas, quoi. Trop bien, trop intéressant et je suis sûr que ça pourrait aider plein de femmes enceintes ou qui se posent des questions par rapport à tout ça. C'est cool qu'on ait pu aborder ça. Tu l'as dit avant, ton corps, c'est ton outil de travail. Est-ce que, avec du recul, tu penses que tu en as pris soin pour performer ou pour avant tout t'y sentir bien dans ton corps? Je pense qu'au début, c'était que pour performer parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Enfin, dans le sens, tout fait mal et c'est pas le corps le plus agréable. Mais par contre, maintenant, c'est vrai que j'essaye de un peu plus réguler, dans le sens parfait. Ça reste la priorité numéro 1, mais dans un peu plus de bien-être. Ça veut dire que dès que je sens que j'ai une douleur, avant, j'aurais continué jusqu'à que ça pète, parce que c'était perf, et il faut absolument, machin, et peut-être ça va pas péter, donc je vais continuer. Maintenant, si je sens quelque chose, j'essaye d'abord de soigner le problème avant d'aller chercher la perf, pour que ce soit en fait plus durable et que je puisse finir ma carrière de façon un peu plus... disons, stable, que toutes les années où j'ai eu blessure, revenir. Et pouvoir faire du sport aussi après ta carrière sans être embêté à un genou ou autre, c'est hyper cool. Oui, alors ça, j'y ai pas encore pensé. Donc, le sport après carrière, je sais pas comment ça va se passer. Mais par rapport à ça, c'est une question quand même que je pose souvent, cette question-là, aux athlètes que je reçois. Et je fais souvent le parallèle avec Samuel Umtiti en 2018. Je sais pas si tu avais suivi. En gros, en demi-finale de Coupe du Monde, il a un peu... pour grossir le trait, sacrifier son genou pour pouvoir jouer ce match. Et ça a payé, en tout cas pour la compétition, puisqu'ils sont devenus champions du monde. Mais le fait est qu'après, il a un genou, depuis là, maintenant il a arrêté sa carrière, mais il a un genou un peu bousillé. Okay. Et ça aura certainement des conséquences sur son après-carrière. Toi, comment tu vois le fait maintenant si je te dis, OK, finale de sprint, Jeux Olympiques, tu joues pour l'or, mais tu dois, je sais rien, te gaver d'antidouleur parce que tu as un genou qui te fait atrocement souffrir et
Bah là, Le t'as tout dilemme dit. est là. T'as tout dit. Si t'es aux Jeux Olympiques pour l'or, je me gaffe d'antidouleur et j'y vais. En fait, le problème, c'est ça dépend de l'ampleur de la compétition. C'est clair que si c'est un truc local et puis que c'est juste un truc qui va peut-être me qualifier pour peut-être machin, ça, je prends pas de risque. Mais si c'est l'objectif final et puis que j'ai travaillé toute ma carrière pour ça, je pense que j'y vais. Et c'est très bête ce que je dis parce que je pense que c'est pas sain. Mais c'est ce que je fais, ouais. Parce que finalement, sinon, à quoi ça aurait servi les 15 ans d'entraînement si le jour J, j'arrive pas à montrer ce dont je suis capable. Donc encore une fois, c'est pas du tout la réponse que j'aurais dû donner, mais c'est la vraie réponse. C'est celle qu'on veut. Mais c'est vrai que j'ai discuté avec un ou deux athlètes en début d'année, là, et puis on discutait de ça. Et en fait, j'ai l'impression que toi, tu es plus avancé dans ta carrière, tu as plus d'expérience, donc tu as ce recul-là sur la carrière. Mais ils me disaient, ah non, mais tu vois, après, je peux plus faire de sport, peut-être après ma carrière, parce que... En fait, c'est ça. Le truc, c'est que moi, je suis sur la fin. Je sais que je suis sur la fin. Donc, si tu me dis maintenant, tu es au prochain jeu, qui seront mes derniers jeux, et puis qu'à ces jeux, tu peux te battre pour l'or, alors que jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à me qualifier en individuel, bien sûr que je vais prendre ce côté-là. Après, le seul truc qui me fait me dire, c'est que finalement, je pense que personne va se rappeler que j'ai fait une finale aux Jeux Olympiques. Moi, ça aurait été ma fierté personnelle, mais sur le long terme, les gens, ils se rappellent plus de rien, et puis tu restes une personne simple, normale, une personne humaine comme tout le monde. Et donc, est-ce que vraiment ça va changer ta vie d'avoir fait une finale aux Jeux Olympiques ? Je sais pas. Je sais pas. Je me demande, typiquement, une Ayla Del Ponte qui a fait 5e aux Jeux de Tokyo, si elle avait eu un genou complètement démonté et machin, et qu'elle avait dû prendre des anti-inflammatoires, je sais pas si elle l'aurait fait. Parce que je sais pas à quel point ça a changé sa vie d'avoir fait une finale olympique. Je sais pas. Hyper intéressant. J'aime toujours poser cette question parce que c'est quelque chose que moi, je vais pas vivre et ça m'intéresse d'avoir Normalement pas. Ça m'intéresse trop d'avoir cette vision de la chose et de un peu sacrifier son corps pour une blessure à un moment hyper important. En restant dans le sport de haut niveau, attends, je vais retrouver ma question. Ouais. Est-ce que le sport et le monde du sport est injuste et toi, qu'est-ce qui, pour toi, est le plus injuste ? Ça peut être, moi je te prends un exemple, parce que je pensais un petit peu à l'athlétisme, c'est par exemple la différence de médiatisation, de revenus par rapport à un nouveau foot par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, ou même ça, ou bref, quelles sont les injustices que tu relèves, toi, aujourd'hui, dans le sport ? Je pense pas que ce soit particulièrement injuste. Finalement, si les choses sont comme ça, c'est que c'est malheureusement la loi de l'offre et de la demande et qu'on vit dans ce milieu-là. Mais je pense que c'est ingrat, plutôt. C'est qu'on s'entraîne vraiment comme des attardés. Enfin, vraiment, on est sur ses pieds. En fait, j'arrive pas à me rendre compte le nombre d'heures qu'on passe sur la piste, couché par terre, à presque vomir, pour finalement 23 secondes sur la piste. Enfin, c'est très ingrat. Et justement, comme on disait avant, t'arrives aux Jeux Olympiques et finalement t'es pas en forme à ce moment-là. T'as fait tout ça pour même pas réussir à arriver à l'objectif final comme tu voulais. Donc, je pense que c'est un sport plutôt ingrat. Nous, on a de la chance. On est quand même un sport très médiatisé. Donc à ce niveau-là, justement, je peux pas dire que c'est injuste. On a de la chance. On est très bien lotis aussi en termes d'égalité homme-femme. Donc là, je peux pas militer parce que ça se passe très bien. Et c'est vrai que les seules injustices qui, encore une fois, ne le sont pas à cause de l'offre et de la demande, c'est justement quand on compare entre le foot et l'athlétisme, par exemple, où je pense que je gagne autant qu'un gars qui joue en 3e ligue en Suisse. Allez, peut-être j'abuse, mais enfin, je connais pas bien les ligues, mais pour dire, alors que c'est des gens qui vont certainement jamais aller à l'étranger, qui vont jamais se confronter à quelqu'un d'un autre pays, enfin, une équipe d'un autre pays, qui va certainement jamais se qualifier à un championnat, à une Coupe d'Europe, Coupe du Monde ou Jeux Olympiques ou quoi que ce soit. Mais parce qu'ils ont choisi le bon sport, ils arrivent à en vivre facilement et sans... Eux, ils touchent un salaire de leur club et ils touchent un salaire de leur club. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs, ils sont payés par leur club. Alors que nous, si on veut pouvoir être payés comme eux, on doit faire le tour de toutes les entreprises locales pour potentiellement avoir un deal qui fonctionne et puis se vendre et puis faire de la com et puis faire des conférences et faire des machins. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup plus d'investissement pour le même niveau salarial. Ok, hyper intéressant. Tu parles justement de la dimension internationale de ton sport. Tu l'as dit aussi au début de discussion, tu as voyagé aux États-Unis quand tu étais plus jeune. Qu'est-ce que le voyage t'apporte, toi, que ce soit dans le cadre de ton sport ou après en tant que voyage pour le kiff? Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à voyager.
j'ai beaucoup de plaisir à découvrir d'autres cultures. Et ça, je pense que c'est mon côté un peu multiculturel. À la maison, on a toujours été éduqués un peu un mix de tout. Un peu suisse, un peu marocain, un peu ivoirien. Et puis, c'est un mix qui a très bien fonctionné. Enfin, moi, j'ai beaucoup de plaisir à avoir cette éducation-là. Mais c'est aussi quelque chose qui a fait que j'arrive à facilement m'adapter dans plusieurs situations. En fait, j'adore aller dans d'autres pays où je connais rien de la culture et autres et voir les ressemblances avec une partie de moi et voir qu'en fait, on n'est pas si différents et voir qu'il y a des choses que j'adore dans certaines cultures que j'aimerais pouvoir reprendre. Je me rappelle qu'on est parti en voyage à Bornéo avec Arnaud pour notre lune de miel. Et en fait, en rentrant de là-bas, on s'est dit, mais en fait, on devrait être tellement plus humain, tellement plus... Ouais, prendre en considération tellement plus les émotions des autres et autres. Et puis du coup, ça nous pousse aussi, nous, à changer notre comportement. Et on s'est dit, typiquement, si on va un jour dans un resto et qu'on voit une personne seule à table, ça ne nous viendrait jamais à l'idée de lui proposer de manger avec nous. Alors que justement, dans d'autres pays, c'est normal. Tu vois quelqu'un seul, tu lui dis, viens manger avec nous, on parle, machin, et ça crée des liens. En plus, en Suisse, où on a cette mentalité assez réservée, etc. Exactement. Pas faire de bruit, machin. Exactement. Alors qu'en fait, je pense que les gens auraient beaucoup de plaisir à se dire, j'ai passé un midi à manger à côté de gens, ils m'ont invité à la table avec eux, ça s'est super bien passé, on s'est bien entendu. Ça coûte pas grand-chose, à part un peu d'attention et un peu de conversation, quoi. Et ça, c'est aussi quelque chose que je pense on pourrait plus utiliser d'autres cultures, en fait, voir le positif un peu partout et puis essayer d'associer ça à notre façon de vivre. Hyper cool. Et aussi, du coup, ça fait que, de toute manière, si la personne ne veut pas venir, avoir la liberté de dire non aussi et de respecter ça. Et tu vas pas froisser la personne si tu dis non. C'est Exactement. Juste que c'est pas mon truc pour le moment, cette fois-ci pas, etc. Mais... Exactement. Trop bien, trop bien. On dit, t'as parlé au début, brièvement, ça m'a fait penser à justement la relation que tu as avec tes coéquipières, qui sont parfois des coéquipières dans certaines disciplines, parfois des concurrentes directes. Comment tu vis ça, toi ? Moi, je le vis ultra bien parce qu'en fait, on est dans un sport qui est très objectif. Si tu veux être meilleur que moi, t'as la piste, il y a toi et moi, on a la même condition, on a le même... on a le même système. Donc, si tu es meilleur que moi, tu seras meilleur que moi. Et si je veux être meilleur que toi, je vais m'entraîner plus dur pour être meilleur que toi. Et je pense qu'il n'y a pas de « je te préfère, donc tu seras dans l'équipe », machin. C'est très objectif. Après, il y a des détails peut-être techniques qui font qu'il y a une personne qui aura plus sa place dans le relais que quelqu'un d'autre ou autre. Mais je trouve qu'on est dans un sport tellement objectif que moi, ça enlève ce côté un peu pinaillage qu'on pourrait avoir. Alors, il y a toujours, malheureusement, mais c'est vrai que de mon côté, en tout cas, j'ai l'impression que je vais pas te détester parce que tu es meilleur que moi. Parce qu'en fait, si tu es meilleur que moi, tu es meilleur que moi. Basta. Il n'y a pas d'interprétation. Exactement, il n'y a pas d'interprétation. C'est très objectif et je peux que vouloir être meilleur que toi, mais donc c'est contre moi que je vais être énervée. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnes avec qui je m'entraîne ou avec qui on est en concurrence, la plupart, c'est vraiment des amis très proches. Enfin, c'est des gens qui sont à mon mariage. Enfin, c'est vraiment des amis très proches. Et c'est pas des concurrentes avec qui j'ai envie d'être en guerre, quoi. C'est hyper sain et je pense que de toute manière, tu te facilites aussi la tâche au quotidien. Si. C'est ça. Non, clairement, on se facilite la vie à prendre les choses avec un peu plus de légèreté et de... Ouais, je pense qu'il faut faire marcher son cerveau. Enfin, c'est clair que on peut pas être ami avec tout le monde, ça c'est clair et net. Ça n'a rien à voir avec les perfs, en fait. Que tu sois meilleur ou pas, si on n'est pas amis, on n'est pas amis. Mais par contre, faire une guéguerre ou autre parce que je veux prendre ta place ou machin, ça sera sur la piste. Ça ne peut se régler que sur la piste. Il y a du coup une dimension collective et de sélection plutôt sur le relais. Oui. En tout cas, toi, tu l'as vécu là. D'ailleurs, tu as vécu de magnifiques moments avec l'équipe de relais. Aussi plus compliqué lors des JO à Tokyo, c'est juste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet épisode-là qui va ensuite t'amener malheureusement sur une période plus compliquée au niveau mental et psychologique ? Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette période, comment tu l'as vécue ? Là, tu vois, je viens de te dire, c'est ultra objectif et puis ça se réglera sur la piste. Et pour le coup, à ce moment-là, je pense que j'étais tellement enfoncée dans mon rêve de retourner au jeu et mon désir de vouloir faire partie de l'équipe que j'ai complètement oublié que l'athlétisme c'était un sport objectif et objectivement, je n'avais rien à faire là-bas. J'étais pas du tout rapide. Par rapport à ce que j'avais fait avant, j'étais vraiment dans une année très sombre. J'avais pas couru vite. Je m'étais blessée. J'arrivais pas à revenir à mon niveau, etc. Donc concrètement, je sais pas pourquoi je m'étais mise en tête qu'il fallait absolument, etc. Et je pense, encore une fois, à ce moment-là, j'étais quand même relativement jeune par rapport à maintenant. J'étais
pas du tout sûre de moi, donc je voulais toujours prouver. Et je jouais, je pense, un peu trop là-dessus. Et donc, j'avais décidé, je vais au jeu, donc j'allais tout faire pour... Et c'est pour ça que je dis, les pinaillages, ça n'a pas lieu d'être. Et à ce moment-là, j'étais à fond dans les pinaillages. Et c'est vraiment une période que je regrette vraiment de ma personnalité. Mais bref, et du coup, je peux pas changer maintenant, malheureusement, mon comportement. Donc, j'essaie de me rattraper maintenant. Mais c'est clair que je pense que je suis allée au jeu principalement parce que je suis une bonne coéquipière. Je suis relativement présente pour les autres. Et puis, je mets un peu une bonne ambiance. Donc, je pense que c'était plutôt pour mes capacités sociales que j'ai pu être dans l'équipe comme remplaçante. J'ai pas couru, mais comme remplaçante, que vraiment pour mes talents sur la piste. Parce que vraiment, j'avais malheureusement pas le niveau à ces jeux. Et en fait, le fait de quand même y aller, je suis pas sûre que mentalement, c'était le meilleur choix. Parce qu'en fait, j'étais complètement... je sais pas comment on dit en français, mais j'étais vraiment dans une désillusion complète où je pensais courir et puis j'essayais de convaincre les gens de me laisser courir alors que j'avais rien à faire sur la piste, ça c'était sûr et certain. Et donc, après, en rentrant, j'ai fait une dépression parce que j'avais l'impression que ma vie était foutue, que parce que j'ai pas couru à ces jeux, j'avais plus aucun sens et que toute ma vie était liée à ce moment-là. Et finalement, avec un bon travail psy, c'est là aussi où ça a été important pour moi de remettre les priorités aux bons endroits et de comprendre que c'était une étape de ma vie. Et certes, ça aurait été génial si j'avais pu courir, mais finalement, ça, c'est pas fait et ça ne définit pas toute ma personne. Et ça, c'était ultra important de verbaliser le fait que mes performances ou mes non-performances ne définissent pas ma personne. Tu penses qu'on associe trop ou qu'on définit trop les personnalités des sportives et sportifs par leur talent, leur performance, leur vie d'athlète. Ouais, je pense qu'on met un peu trop ça au centre. Et je pense que c'est pas un cadeau pour nous, surtout pour l'après-carrière. Parce qu'en fait, là, oui, j'ai été athlète pendant 15 ans, ok. Puis le jour où donc pendant pratiquement la majorité de ma vie, j'aurais été athlète. Puis le jour où ça s'arrête, je suis plus athlète, mais je suis quoi? Et en fait, la plupart du temps, et ça, c'est aussi maintenant chez les jeunes, ils se mettent beaucoup de je suis athlète, donc je suis trop waouh. Mais ok, mais t'es quoi d'autre? Et trouve-toi le quoi d'autre, parce qu'en fait, le jour où ça s'arrête, et ça peut s'arrêter avant que tu le décides, donc si t'as pas été préparé à ça, c'est un énorme choc. C'est vraiment un énorme choc. Et je sais que moi, j'essaie de au quotidien, me mettre un peu ce genre de choses dans la tête, parce que le jour où ça s'arrête, faut qu'on se trouve une autre raison de se réveiller, sinon on sombre. Et du coup, toi, t'es quoi d'autre? Alors, je sais que maintenant, j'ai réussi à me trouver un peu une raison de me réveiller. Alors, je sais que oui, je suis maman, mais c'est pas du tout ce qui me définit. Je vais pas essayer de dire ah oui, maintenant que je suis maman, je me suis redécouverte et tout. Non, je sais que j'adore être maman et c'est vraiment un rôle que je trouve fascinant. Mais par contre, j'ai aussi besoin d'être une femme, d'être quelqu'un qui... J'adore typiquement faire des conférences, j'adore être présente sur les réseaux, les réseaux sociaux. C'est des choses. Je pense que la communication, ce sera quelque chose qui fera partie de ma vie après l'athlé. Et j'essaye déjà maintenant d'intégrer ça dans mon quotidien pour que après ce soit pas une chute de trop haut. Du coup, c'est aussi finalement cet épisode dépressif ou cette dépression qui t'a permis de te rendre compte de ça? Clairement. Ah non, mais clairement, moi, ça a été une révélation dans ma personnalité et dans ce que je voulais ou je voulais pas de ma vie, dans où j'en étais. Et en fait, c'est vrai que j'avais réalisé, mince, j'ai fait de l'athlé et j'ai rien fait d'autre. J'étais tellement concentrée là-dessus que, alors oui, j'avais fait des études et autres, mais j'avais pas utilisé mes études pour me construire un après-carrière. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut que petit à petit, je continue à mettre en place. Comment est arrivé le déclic où tu t'es dit, OK, là, je vais pas bien, il faut faire quelque chose? Justement, j'étais suivie par une coach mentale à ce moment-là. Et c'est vrai qu'un coach mental et un psy, c'est pas la même chose. Et pendant qu'on traitait de Rio, de Tokyo, je sais qu'à Tokyo même, on avait un rendez-vous et que j'avais pleuré pendant la séance. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'elle voulait pas me le dire sur le moment, mais elle m'avait fait plein d'exercices un peu de respiration pour que je sois un peu plus zen, etc. Et je pense qu'elle essayait de me rendre un peu plus zen. Puis elle a vu que ça fonctionnait pas et que j'étais trop empêtrée dans ma tête. Et donc, après les Jeux, on avait eu encore une fois une réunion. Et je me rappelle très bien, j'étais assise sur ma table de la salle à manger.
Elle me dit, mais tu sais, Sarah, je pense que tu es en train de faire un petit épisode dépressif. Et là, je me suis effondrée et je sais que Arnaud était au salon et donc il a entendu ça. Et je pense que pour nous deux, ça a été une révélation parce qu'en fait, on le vit à deux, enfin, on le vit dans le foyer. Et je pense que les deux, ça a été une révélation. Et directement après, on s'est regardés. Puis je sens que pour nous deux, c'était presque un soulagement. Que quelqu'un ait mis le mot et que moi, je puisse comprendre pourquoi j'étais dans cet état. Et que finalement, je puisse en fait me dire, ah, donc ce que j'ai besoin, c'est de psy. Et c'est pas juste de m'entraîner plus pour le prochain objectif. Et ça a été une clé incroyable. Ouais. Je souhaite à tout le monde d'aller chez le psy, si jamais. Comment tu décrirais ce que tu ressentais à ce moment-là, émotionnellement, physiquement, vraiment quand tu étais au plus bas? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis quelqu'un normalement qui se lève le matin, qui est super motivé, qui voit un peu les choses en rose, le soleil toute l'année, etc. Et là, je me rappelle qu'on est en plein été. Moi, l'été, c'est vraiment la saison qui me fait vibrer et autres. Là, on est en plein été, je suis coincée dans mon lit, je vais pas m'entraîner, je suis pas motivée. J'avais aucun objectif autre que vouloir performer, mais en même temps, je ne mettais rien en place pour performer parce que j'étais vraiment complètement naze. Et c'est comme si on vit dans un monde où tout est un peu nuageux, un peu brumeux comme ça. Et ça, je savais que c'était pas moi. Donc, heureusement qu'elle a mis les mots assez tôt pour que ce soit réglé très vite. Finalement, je pense que la période de cet état dépressif, elle a peut-être duré 4 mois. Mais 4 mois, c'est encore assez court pour se rendre compte, puis ensuite faire le travail pour que ça évolue, etc. Donc, j'ai vraiment eu de la chance d'être entourée à ce moment-là. Est-ce que tu t'es sentie coupable de traverser ça à un moment? Non, je dirais pas que je me suis sentie coupable. Je savais que c'était moi-même qui m'étais mise dans cette situation et que il y avait que moi pour m'en sortir. Mais du coup, j'étais plutôt fière d'avoir pris les choses en main tout de suite. Et j'ai jamais eu honte. Par contre, enfin, oui, j'ai eu un peu honte parce que c'est pas le truc le plus joyeux à dire. Mais j'ai jamais eu honte de me dire, je vais voir la psy, je fais un suivi, etc. Et je l'ai tout de suite dit très publiquement. J'ai tout de suite voulu partager ça parce que je sais que absolument pas, j'étais pas seule dans cette situation et que pour moi il faut juste dédramatiser. On aurait tous besoin de faire un suivi psy, on aurait tous besoin d'être soutenus. C'est pas qu'on est tous potentiellement en dépression, mais on a tous besoin d'un peu de soutien. C'est souvent associé à de la faiblesse. Pourquoi d'ailleurs, tu penses? Parce que quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est fragile, quelqu'un qui montre sa fragilité, c'est malheureusement encore considéré comme une faiblesse. Et je pense que c'est en voulant mettre... Moi, en tout cas, mon but, c'était en voulant mettre justement ça sur le devant de la scène et dire, on pense souvent que les athlètes, c'est des gens forts, durs, costauds, etc. Et oui, on est tout ça, on essaye d'être tout ça la plupart du temps, mais on a tous nos failles et puis parfois, ça marche pas. Et puis surtout, c'est pas parce que j'ai fait une dépression que je suis quelqu'un de dépressif toute ma vie. Non, c'est juste que j'ai eu un épisode, je l'ai traité et maintenant, j'ai plus ou moins les clés pour espérer que ça ne se reproduise pas. Et encore, je suis pas à l'abri. À nouveau... Ce genre de choses, comme les performances, ne définissent pas une personne. C'est ça. Moi, j'ai vraiment décidé que les petites choses qui se passent dans ma vie, certes, ça me construit et ça construit ma personnalité, mais ça ne définit pas qui je suis fondamentalement. Aujourd'hui, si tu sentais à nouveau quelque chose de similaire arriver petit à petit, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et est-ce que tu penses que comment tu le détecterais plus facilement? Nous, on a un système en place. Donc, tous les changements qui se passent dans notre vie avec Arnaud, disons que si c'est des changements qui sont prévisibles, on fait toujours un suivi psy ensemble avant. Donc, ça veut dire que typiquement, avant qu'on déménage, on a fait un petit suivi psy. Avant de se marier, ça a été la plus grosse étape, on a fait un assez gros suivi psy. Pendant que j'étais enceinte, on a fait aussi un très gros suivi psy. Et en fait, on s'est toujours dit, autant aller chez le psy quand ça va bien et qu'on s'aime à la folie, plutôt que d'aller quand on se déteste et que c'est trop tard. Parce que finalement, c'est ces choses-là qu'il faut... et c'est pas une question c'est pas que de la psy de couple, c'est vraiment de la psy de vie. Et comme on vit ensemble et que finalement, mon état va influencer Arnaud et que son état va m'influencer, on s'est dit que aller chez un psy, une psy en l'occurrence, ensemble, ça peut que nous aider à l'un et l'autre savoir comment réagir aux événements qui se passent dans la vie de l'autre.
typiquement, moi, je sais que j'ai souvent des compètes, souvent des moments de down si la compète s'est pas bien placée, machin et tout. Donc, j'ai besoin aussi qu'il sache ce que je ressens et comment je gère et comment lui peut m'aider à gérer ça de façon un peu plus positive. Donc, ça, c'est ce qu'on a mis en place pour éviter que ça se passe, pour éviter de retomber dans une situation de dépression, etc. Mais par contre, je sais pas si ça peut m'arriver encore pour une raison X ou Y. Donc, c'est vrai que je pense que l'un et l'autre, on aurait assez la facilité de dire je pense que là, tu as besoin de retourner. Enfin, je pense qu'on a vraiment maintenant une idée de à quoi ça ressemble, en tout cas pour moi. Et donc, si ça m'arrive à nouveau, je pense qu'il aurait vraiment la facilité de me dire tu devrais retourner voir la psy. C'est trop intéressant. L'aspect aussi communication, se dire les choses et tout, c'est... Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui se travaille. Hyper cool. Franchement, je pense que ça donnera des clés, des idées, pas forcément à faire exactement la même chose, mais voilà, être ouvert au dialogue, à dire les choses qui vont pas, etc. Je pense que c'est hyper enrichissant. Ce qui était fou, c'est qu'avant de suivre cette thérapie, Arnaud, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très ouvert justement à ça. Et puis, c'est pas quelqu'un qui aime parler de sa vie privée, etc. Donc, j'ai un peu dû lui forcer la main quand on a commencé. Mais maintenant, à chaque fois qu'on en sort, il me dit « Mais c'est trop bien, mais c'est tellement cool, mais en fait, c'est parfait. » Et c'est vrai, sur le moment, c'est peut-être un peu compliqué de lancer le mouvement. Mais une fois qu'on est dedans, c'est ultra agréable. C'est super... pour le développement personnel, en tout cas, je trouve que c'est génial. Trop cool. D'ailleurs, tu dis ce terme, ça me vient comme ça comme question de manière spontanée. C'est quoi, toi, le développement personnel? Parce qu'aujourd'hui, c'est galvaudé un peu, alors que je trouve que c'est juste finalement le but principal. Si tu prends tel quel ce que ça veut dire, c'est juste devenir une meilleure personne. Toi, ça veut dire quoi? Moi, c'est déjà comprendre qui je suis. Pour moi, ça a été très important de mettre un peu des mots, et pas forcément me catégoriser, mais juste me comprendre, parce que je pense que je suis quelqu'un de, je dirais pas complexe, mais de par mon éducation et mes origines et d'où on vient et où je vis et le regard que les gens ont sur moi et le regard que moi j'ai de moi et de moi sur les gens. Enfin bref, il y a tellement de perspectives différentes et de facteurs différents dans ma personnalité que j'avais besoin aussi de définir. Et ensuite, ça m'a permis de pouvoir ensuite commencer ce développement personnel, de savoir, ok, je suis là maintenant et où est-ce que je veux être pour être 100% satisfaite de moi et de ma vie. Et c'est des petites choses qu'on traite justement en psy pour finalement se dire, là, je suis heureuse et je suis satisfaite. Et c'est l'objectif ultime pour tout le monde, de se dire, je suis bien dans ma peau et je suis heureuse de la situation dans laquelle je suis. Et quand tu te connais plus, t'en parles, c'est aussi un sujet que je trouve passionnant. T'arrives aussi à prendre du recul sur les choses qui se passent peut-être et y réagir d'une manière plus adaptée, sans te heurter trop, trop heurter tes émotions, bref, te sentir mieux dans les périodes plus compliquées aussi. Exact. Non, c'est vraiment un très bel outil à avoir de au moins savoir qu'on a l'option d'aller à gauche, à droite, chez qui aller, etc. Sarah, ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Je te propose de passer à la dernière partie de cette discussion qui concerne plusieurs choses, parce que c'est des questions un petit peu diverses. C'est les questions de fin que je fais à chaque épisode, qui sont toujours un petit peu adaptées selon les invités. La première, c'est si nos auditeurs et auditrices ne devaient retenir qu'une chose de notre discussion aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que ce soit? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retirent principalement de cet échange? Pas compliqué là. Il y a plusieurs choses, donc... Je pense que l'aspect principal que j'aimerais retenir, c'est la question des femmes et des filles qui devraient s'affirmer et qui devraient trouver leur voie à VOX. Magnifique. Quelle est ta définition personnelle d'une athlète de haut niveau? Pourquoi tu poses des questions un peu pièges comme ça? En fait, j'ai pas envie de mettre la notion de résultat dans cette définition parce que on peut s'entraîner comme une personne de très haut niveau et donner de toute sa personne. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Donner un maximum de sa personne pour arriver au haut niveau. Ça veut pas forcément dire réussir à aller au haut niveau parce que c'est aussi quelque chose un peu génétique et autre et de la chance d'être là au bon moment, etc. Donc je pense s'entraîner de façon professionnelle et donner de son mieux, faire de son mieux pour optimiser les résultats et les performances. Une réponse
Franchement, c'est intéressant parce que celle-là, je la pose à tous les athlètes que je reçois et ça se ressemble beaucoup. Okay. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vision générale de ce que c'est et parce que vous vivez, je pense, quand même à peu près les mêmes choses de manière globale, les mêmes défis, etc. C'est hyper intéressant. Quelle est la leçon la plus importante, justement, que le sport de haut niveau t'ait apprise ? La connexion avec moi, mes envies et mon corps. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup impacté ma carrière, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et le fait de savoir ce dont j'avais besoin et ce que j'avais envie, c'était très important. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? De s'entourer des bonnes personnes. On sous-estime souvent le fait que... Enfin oui, le coach, c'est la base. Mais en fait, il faut, comme je disais, pouvoir déléguer et s'entourer des bonnes personnes pour nous être plus zen. Et ça, c'est un bon conseil que j'avais reçu. Tu l'as fait d'ailleurs. Tu l'as dit au début de... Ouais, j'ai l'impression de l'avoir fait. Ouais. Quel conseil maintenant, toi, tu donnerais à la Sarah de 20 ans ? Comment dire ? La Sarah de 20 ans avait beaucoup besoin de prouver et de se montrer et d'être bruyante pour se faire une place et de déranger peut-être beaucoup les gens. Et je pense que je lui demanderais de se reconnecter à elle-même et de comprendre pourquoi elle faisait ça. Et puis, du coup, d'adapter son comportement à la raison fondamentale et d'aller chercher peut-être un peu plus profondément, de s'approfondir un peu. Je pense que j'étais un peu trop en surface. Hyper cool. Je suis un amoureux des biographies de sportives et sportifs. Okay. Est-ce que toi, tu aurais un livre de manière générale à recommander ? Ça peut être du coup une biographie ou un livre qui t'a marqué ou autre, si tu es une lectrice. Alors, je suis une lectrice, mais j'ai rarement lu de biographie. Mais je sais que Arnaud a lu la biographie de Ronaldo et qu'il l'a aimé. Donc, peut-être que c'est un... Mais moi, je suis du coup pas du tout fan de biographie, pour le coup. Donc, c'est ça peut être un livre aussi normal. Ouais, mais c'est vrai que la biographie de Ronaldo, Arnaud m'a dit que c'était pas mal. Trop bien. Mais par contre, quel athlète t'inspire et avec qui tu aimerais par exemple discuter et apprendre plus sur sa manière de voir les choses, d'avoir vécu certaines choses et de... J'aimerais beaucoup parler avec Serena Williams parce que je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup vécu la discrimination de par le fait que c'est une personne noire dans un sport qui était rarement noir à l'époque et puis qu'elle a été très vite dans le haut du classement, donc elle s'est pris beaucoup de clash et je pense que la façon qu'elle a eu de gérer ça et de presque titiller les gens par son comportement un peu fulgurant comme ça c'est assez inspirant, je trouve, de venir un peu en tapant du poing sur la table et de dire je suis là et je reste et je vais vous montrer que je serai là avec une grande bouche. T'as pu d'ailleurs discuter avec des athlètes qui ont permis de t'aspirer sur certaines choses, changer des petites choses, adapter dans ta carrière? La chance que j'ai eue, moi, c'est que je me suis entraînée longtemps avec Léa Sprunger, Ellen Sprunger, Clélia Reuse. Et c'est des athlètes qui étaient un peu plus âgés que moi quand on était athlète. Et en fait, le fait de les voir évoluer dans leur carrière et de pouvoir beaucoup échanger avec elles, parce qu'on se voyait tous les jours, ça m'a beaucoup aidée actuellement. À l'époque, je disais, mais c'est des vieilles, elles disent ça, mais nanana. Et en fait, elles avaient clairement raison. Et surtout, j'aurais peut-être pu l'appliquer plus tôt. Donc, je fais la même chose maintenant aux plus jeunes. Et je pense qu'ils se disent la même chose. C'est une vieille, ça, machin. Mais vraiment, c'est des conseils qui m'ont beaucoup aidé, justement, sur la planification de carrière. La planification de carrière, sur la gestion de sa personne, sur les réseaux, dans les médias, etc. C'est des choses que j'ai eu l'opportunité de voir avec elle et ça m'a beaucoup aidé. Pour terminer, je te laisse carte blanche pour parler d'un projet, d'une cause ou ce que tu veux qui te tient à cœur. En soi, moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'essayer d'aider la relève et puis les jeunes qui essayent de se faire une place. Et c'est clair que, typiquement, dans mon club, on est un super club avec de super athlètes élites, mais on a très peu de soutien financier, par exemple, de sponsors et autres. Et c'est ce qui fait, du coup, que les jeunes ont peut-être un peu moins de soutien financier et qui pêchent à peut-être faire le pas qu'il faudrait pour arriver dans l'élite. Donc, si quelqu'un est par là et qui souhaiterait soutenir notre club, ce serait grand plaisir.
club qui est, du coup? Le Lausanne Sport Athlétisme, meilleur Magnifique. club du monde. C'est noté. Sarah, merci infiniment pour cette discussion. Je me Merci suis à toi. régalé, c'était trop intéressant. Merci. Et puis tout de bon pour la suite, tout de bon pour ta suite de carrière, tes prochains objectifs, Merci. ta vie, ta vie de maman, tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut te souhaiter de mieux. Et puis merci infiniment d'avoir pris du temps pour discuter avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant et merci pour tes questions très, très pertinentes. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.